Bonjour Nicolas, Bonjour Damien. merci d'être avec nous. On est en Google Hangout en direct avec les étudiants de l'ISIC ici à Rabat. Bonjour. Des étudiants en journalisme qui font un master spécialisé dans la communication numérique, dans le journalisme numérique. Et c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Moi, j'ai suivi avec vraiment beaucoup d'intérêt l'expérience que tu as menée, le projet que tu as mené pour les migrants que tu as fait exil sur la RTS. Peut-être, on va en parler par après. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est d'abord de te présenter un petit peu, dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, et puis on parlera du projet. D'accord. Ok, très bien. Donc, j'espère que vous m'entendez et qu'il n'y a pas trop de coupures. Donc, je m'appelle Nicolas Isquien, je suis journaliste à la radio-télévision suisse, donc le service public suisse, mais du côté radio. Et je suis vraiment un fidèle de la radio. Donc, j'ai fait que de la radio toute ma vie. Je commençais très tôt, en 1996, donc 96. Et en faisant que ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que il y a de vrais enjeux et de vraies mutations dans la façon de consommer de la radio, et notamment ici en Suisse, mais un peu partout, en Europe et dans le monde. C'est vrai que les gens écoutent de moins en moins la radio, ont moins ce réflexe de rentrer chez eux et d'allumer la radio. Et donc, je suis assez curieux et conscient des enjeux qui attendent notre métier en tant que journaliste radio. Et donc, ça fait maintenant 2 ans que je suis parti sur le développement de projets éditoriaux où on essaie de trouver de nouveaux moyens de pouvoir toucher et communiquer auprès d'un public notamment plus jeune. J'ai travaillé durant toute cette année sur un très gros projet qui a pris beaucoup de temps, qui était un serious game qui s'appelait Tabula Rasa. Pourquoi donc un serious game? C'est parce que tout d'abord, il y a des élections. On avait les élections fédérales en Suisse, donc qui est l'équivalent des élections présidentielles. On choisissait notre parlement, qui lui-même choisit notre gouvernement. Et j'avais comme mission d'essayer de trouver une façon de pouvoir sensibiliser un tout petit peu plus les jeunes. Et avec ma rédaction, on a trouvé une idée, donc c'est une idée commune, qui a été de créer un jeu où, dans le fond, on permettrait aux jeunes de créer leur propre Suisse idéale et de la façonner. Et donc, à travers juste cette mission-là, on s'est dit, OK, comment on va faire pour toucher ce public-là? On a eu cette idée de Serious Game, et pendant des mois, j'ai travaillé à la création d'un jeu vidéo qui va tout simplement pouvoir toucher conscientiser les gens que derrière chaque action, il y a des répercussions. Donc, en gros, c'est vraiment un jeu où vous prenez le pouvoir de la Suisse, comme vous pourriez prendre le pouvoir du Maroc, et puis vous diriez, moi, j'aimerais plus de réseaux ferrés au Maroc, j'aimerais plus de crèches dans mon pays, ou j'aimerais moins de crèches, ou j'aimerais une énergie 100% nucléaire, ou au contraire, j'aimerais une énergie 100% éolienne. Et l'idée, c'était de créer une modélisation réelle de ces choix. Et ça permettait aux gens de les conscientiser autour des enjeux politiques, et donc de leur faire découvrir un tout petit peu l'actualité différemment. Donc, on a fait ce jeu-là qui a connu un très beau succès en Suisse. On était très heureux. Et le deuxième projet que j'ai réalisé en 2015, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est Exil, qui est donc tout autre chose. C'est de la radio, mais de la radio qu'on a présentée de façon augmentée. C'est-à-dire donc un reportage où je suis parti depuis la frontière syrienne jusqu'en Europe en suivant des migrants et en essayant de raconter de façon différente leur quotidien. Et ça, je vais vous en parler plus amplement. Voilà donc qui je suis. Je suis un journaliste radio, mais assez curieux des nouvelles technologies, ou en tout cas de la façon dont elles peuvent impacter et conscientiser les jeunes. Quand tu dis créer un jeu vidéo, quand on est journaliste, est-ce qu'on sait faire ça tout seul? Pas du tout. Il faut savoir s'entourer des personnes qui ont des compétences, de trouver ces personnes-là déjà, de savoir les repérer, et puis par la suite de se lancer dans le bain. Ce qui est très très intéressant en fait dans l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que tout est fait d'expérimentation. Il n'y a pas de mode d'emploi pour faire un jeu vidéo. Ça a été un vrai bricolage, mais un bricolage intellectuel, et c'était très intéressant de pouvoir le faire. Donc j'ai rencontré une boîte qui a été d'accord ici à Lausanne de le faire dans les conditions dans lesquelles
nous, c'était déjà des conditions financières parce qu'on pouvait pas, on n'a pas les moyens de Nintendo ou bien d'Ubisoft pour pouvoir faire un jeu. Donc, il fallait trouver des compromis et il fallait trouver un cadre, définir des règles. Et tout ça, on l'a fait petit à petit en expérimentant. Aujourd'hui, si je reste uniquement sur cette expérience de Tabula Rasa, il y a des choses que je regrette parce que ça a été des fautes de débutants. Mais ça a été une très très bonne expérience qui nous a quand même permis d'atteindre un objectif qui était celui de toucher le maximum de jeunes. On a au final plus de 1 million de pages vues, plus de 10 000 heures de jeu, plus de 50 000 personnes qui se sont connectées. Et on a surtout touché une tranche d'âge entre les 18, 35 ans. Et c'est exactement notre objectif. Donc à ce niveau-là, on est très content. Mais non, il n'y a pas de. Tout est fait d'expérimentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On peut entendre le micro. Comment avez-vous pensé au projet des réfugiés syriens et vous êtes venu de faire le même trajet que les réfugiés pour finir au Maroc, si j'ai bien entendu? Alors, je vais vous montrer par la suite qui sont les réfugiés avec qui j'ai fait cette route et pourquoi cette idée. Cette idée, elle est simple. Ça, je peux vous la dire. Je peux déjà répondre à votre question maintenant. C'est que vous voyez à la télévision européenne et durant tout cet été, il y a eu énormément de battage médiatique autour de la question migratoire. Elle continue aujourd'hui, mais bon, il y a la COP21, il y a eu les attentats de Paris, donc on en a un petit peu moins parlé. Néanmoins, cet été, ça a vraiment été une thématique très importante. Et à la télévision, on ne voyait que les mêmes images, des gens qui couraient ou des gens qui étaient, vous savez, toujours les uns sur les autres. On avait l'impression, vous savez, le pouvoir de l'image, soit en télé, en presse écrite, un peu moins en radio forcément parce qu'il n'y a pas d'image, mais vous avez toujours ces flux. Vous voyez en fait une sorte d'invasion de gens et j'étais un petit peu, non pas inquiet, mais étonné. Je voulais savoir, en fait, je voulais vraiment voir si les gens ne faisaient que courir, s'ils étaient vraiment des milliers à arriver comme des hordes sauvages, comme certaines images pouvaient nous le faire croire. Et je voulais raconter, en fait, à une échelle différente, à l'échelle 1-1, toute cette migration et pouvoir le voir avec mes yeux et de pouvoir le raconter à la radio quotidiennement. Et pour pouvoir enrichir cela, on a utilisé d'autres technologies pour pouvoir essayer de toucher un maximum de gens. Parce que là aussi, et c'est là qu'on peut faire un lien avec Tabula Rasa, l'idée, on aurait très bien pu faire que de la radio. Mais le problème, c'est que si vous faites que de la radio, vous ne touchez pas forcément un public qui est moins réceptif et qui n'est pas forcément aujourd'hui la clientèle, c'est pas vraiment le meilleur mot, mais notre public et les jeunes, ils ne vont pas forcément avoir connaissance de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé d'autres moyens aussi pour pouvoir toucher un plus large réseau d'auditeurs et de Suisses, d'étrangers, parce qu'il n'y a pas que forcément, c'est aussi la magie des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez être vu un peu partout dans le monde. Donc voilà comment est née cette idée, c'était vraiment de pouvoir le voir par moi-même et pouvoir le raconter en prenant du temps. Et j'ai eu la chance, parce que ça, il faut mettre conscience de ça, que ma rédaction m'accorde du temps et me laisse partir pour une durée indéterminée, ce qui est rare. Ils m'ont dit, tu pars et tu reviendras quand tu reviendras. Et ça m'a pris 3 semaines et demie. Et ça a vraiment été un luxe, une chance extraordinaire. Oui, c'est rare, hein, ça. Oui, c'est rare. L'immersion prend du temps, demande du temps, et j'ai eu ces conditions-là. Oui. Je vous écoute. La relation entre le jeu que vous avez créé. Je suis malheureusement désolé, je ne vous ai pas entendu. Les réfugiés syriens. Approchez-vous un peu plus. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Quelle est la relation entre le jeu vidéo que vous avez créé et le reportage sur les réfugiés syriens? Y a-t-il une relation entre ces deux? Alors, il n'y a pas de relation entre les deux, mais il y a en tout cas un point commun qui est de donner des moyens de réflexion différents que ceux simple papier écrit qu'un reportage télévisé ou une analyse radio. L'idée était de donner
d'autres outils d'analyse et de lecture pour une thématique d'actualité. Nous, on a parlé dans notre jeu vidéo des élections fédérales, mais à travers le prisme ludique. Dans Exil, donc mon reportage avec les réfugiés syriens, bien évidemment, le ton n'était pas à la rigolade, mais il a été de pouvoir essayer de trouver d'autres codes et d'autres façons de pouvoir toucher un public là où il ne s'attend pas. Et c'était le point commun, il est là en fait. C'était d'essayer des expérimentations et de toucher ceux qui forcément ne s'attendent pas à avoir un moment de journalisme. C'est ça qui est aussi intéressant. Je pense que c'est un des grands défis de notre métier dans les prochaines années, c'est d'essayer vous savez, de trouver une sorte de moyens de communication différents, disruptifs, et d'aller là où les jeunes n'iront pas, ne vont pas aller pour s'informer. Voilà. Il y a encore été clair. Ouais. Par rapport à votre expérience avec les étudiants syriens, je voudrais savoir, en fait, quand on veut se lancer dans une aventure pareille, comment faites-vous s'y préparer à la question. Oui. Alors, la question, c'est par rapport à l'aventure que tu as menée avec les Syriens. Oui. Comment tu fais pour préparer ça à l'avance? Alors là, si vous voulez, je peux vous montrer et répondre à votre question petit à petit en vous montrant également mon matériel et comment je me suis préparé, le peu que je me suis préparé pour pouvoir y aller. Mais je réponds à votre question. Je réponds à votre question avec des images. Ça vous va? Ouais, vas-y, vas-y. Je vais juste j'ai l'écran. Je vais vous montrer ici. Alors, Parfait, super. ce que vous avez là, non, c'est donc. Là, vous voyez ma souris, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On voit ton écran, on voit ce que tu. Voilà, donc vous voyez ma souris en train de bouger, n'est-ce pas? Ceci est mon matériel. Je suis parti. Ce que je voulais, moi, avec Exil, c'était prendre le moins de choses possibles et ne pas me présenter comme un journaliste radio, c'est-à-dire avec, vous savez, un microphone à la main. Et puis, c'était d'essayer de me fondre le plus possible dans le paysage et de pouvoir, j'ai la chance de pouvoir avoir quand même une couleur de peau et un teint et une physionomie qui s'approche de celle des Syriens. Donc, je pouvais déjà plus facilement pouvoir non pas me camoufler. En aucun cas, je ne me faisais passer pour un réfugié, mais j'essayais de limiter en tout cas le nombre de contrôles sur la route et puis de pouvoir être le plus discret possible. Donc, pour cette discrétion, j'avais dans mon sac à dos ce matériel qui est là, à savoir 3 recharges qui permettaient de recharger mon matériel, les 2 GoPro. Je vous montrerai d'ici quelques instants quelle était l'utilité de ces 2 GoPro. Cette petite chose-là, c'est un micro que je connecte sur un iPhone. C'est donc tout petit, ça pèse une dizaine de grammes. C'est un micro zoom qui me permettait d'éviter d'avoir un gros Nagra, donc un gros enregistreur avec un gros micro radio traditionnel. J'avais cet ordinateur. Nicolas, là, on voit l'écran avec tout ton Trello, mais on ne voit pas si tu mets des choses en plus à l'écran. Ah, étonnant. Alors, attends. Si tu ouvres des nouvelles fenêtres, il faut. Ah, voilà, c'est peut-être comme ça. Là, maintenant, vous voyez ma souris. Alors, là, on voit ton curseur, mais désolé, alors je suis désolé. Je croyais que vous voyiez. Donc, d'accord, on ne peut pas zoomer. Je comprends. Alors là, il y a un petit souci. Est-ce que maintenant, vous voyez mon curseur bouger? Non. Reviens un petit peu sur ton écran de webcam. Voilà, celui-là. En désactivant le. Pardon. Là, donc, là, je vous vois vous. Là, ça, c'est moi. Et là, vous avez donc mon curseur, n'est-ce pas? Oui, mais il ne bouge pas. Ça, c'est excellent. Attends. Désactive un petit peu le partage d'écran. On va voir si ça change quelque chose. Voilà. Alors là, ça, c'est moi, n'est-ce pas? Ouais. Désactive le partage d'écran, tu vas pouvoir choisir la fenêtre que tu partages. Voilà. Je partage cet écran-là. Voilà. Voilà. Maintenant, mon curseur, vous le voyez bouger? Voilà, on voit ta souris bouger. Parfait. Là, si j'ouvre ceci, vous le voyez s'agrandir, n'est-ce pas? Alors, on voilà. Ouais, il faut vraiment que tu affiches l'image en grand pour qu'on la voit bien. Voilà. Mais ça s'est ouvert en grand maintenant. Voilà, parfait. Autant pour moi.
C'est ça. Donc, je répète, ce sont trois petites box qui permettent des recharges, qui permettent donc de recharger jusqu'à 7 fois un téléphone, parce que sur la route, effectivement, ma plus grande crainte en amont de la préparation, et puis vraiment, c'était de pouvoir recharger au maximum mon matériel. 2 petites GoPro, je vous montrerai l'utilité des GoPro tout à l'heure. Ceci donc, comme je vous le disais, qui est un micro qui me permettait d'éviter de me trimballer un très gros micro professionnel et qui marquait une distance peut-être avec les personnes avec qui j'étais, parce que je voulais vraiment travailler sur la question de l'immersion. Encore une recharge que j'ai absolument pas utilisée, qui était complètement inutile, mais qui était une recharge solaire au cas où, parce que vous savez, je partais dans l'inconnu et comme je ne savais pas, je m'étais dit peut-être qu'on marche pendant des jours. Donc j'avais cette méconnaissance aussi peut-être du terrain, d'où le fait que je suis parti avec un matériel peut-être inadéquat. En tout cas, je suis parti pour avoir le plus possible avec un téléphone de sécurité, donc un iPhone, 2 carnets qui m'ont été très utiles. Donc, il y a quand même beaucoup de technologie, mais aussi du bon vieux papier traditionnel, et un ordinateur qui avait juste la qualité d'avoir pesait très léger, donc 1 kg, et qui me permettait d'envoyer les photos que je prenais avec mes GoPro à mon équipe ici en Suisse, à Lausanne. Voilà donc le matériel avec lequel je suis parti. Et pour répondre à votre question de savoir comment on se prépare, dans le fond, je suis allé directement à Kilis, donc en Syrie, sans vraiment savoir qui j'allais rencontrer, pourquoi j'allais là-bas. Je suis allé là-bas pour 2 raisons. La première, c'est que Kilis, donc vraiment à la frontière, c'est sur la route d'Alep. Alep se situe ici à une 60aine de kilomètres. Donc, voilà, les gens qui veulent fuir la Syrie passent soit par Kilis, soit par l'autre port d'entrée qui est celle de Reilani. Vous avez encore une autre grande frontière qui est celle de Suruç avec la ville tristement célèbre de Kobané qui est juste là. En l'occurrence, moi, j'ai choisi Kilis donc pour 2 raisons. La première, c'est que Gaziantep est très proche et donc il y a un aéroport international qui me permettait d'arriver rapidement. Et puis deuxièmement, c'est que un de mes amis vient de cette région. Il m'a dit voilà, tu vas y arriver, ça va te porter chance. Il avait raison. Je suis allé à Kilis et je suis donc resté sur place pendant 3 jours, voire 4 jours, à essayer de trouver la bonne histoire. Et je pense que ce qui est très important dans cette expérience-là, et c'est ce que j'ai envie aussi de pouvoir vous expliquer, c'est que quand on a la chance que j'ai eue pour pouvoir travailler en immersion longtemps dans ces conditions-là, ce qu'il fallait, c'était vraiment trouver la bonne histoire. Et je suis donc resté dans cette ville qui est vraiment une ville pas évidente, parce que c'est un peu un... Je vais me remettre un moment à l'écran. Il faut imaginer... Vous me voyez ? Kilis, vous me voyez là ? Oui. Kilis est vraiment la porte d'entrée pour tous les Syriens qui veulent fuir la guerre, mais c'est aussi une porte d'entrée dans l'autre sens pour beaucoup de candidats au djihad et qui partent donc d'Europe et qui rentrent par Kilis. Et donc c'est un lieu de tous les trafics et et vraiment le rendez-vous de la pègre. Donc c'était très 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 délicat et donc, je me suis fait arrêter par la police. Ils ont voulu fouiller mes affaires. Ils m'ont arrêté pendant plus de 3 heures. J'étais pas à l'aise là-bas. J'étais vraiment pas à l'aise. Et donc, je devais être discret pour pouvoir trouver la bonne histoire et les personnes avec qui j'avais vraiment l'opportunité de pouvoir partir sur la route et qu'ils acceptent aussi ma présence et qu'ils comprennent ma démarche qui était celle de pouvoir juste les suivre et raconter leur quotidien et dans quelle façon ils allaient vivre cette route des exils. Voilà donc comment je me suis préparé. Je me suis préparé avec du matériel, mais ensuite j'ai suivi mon instinct et j'ai dû attendre jusqu'à ce qu'à un moment donné, je trouve la bonne histoire. Je vais vous raconter comment j'ai trouvé cette bonne histoire, mais avant cela, est-ce que vous avez encore une question ou vous avez quelque chose à me demander? Il y a une question là, ouais. Oui. Le problème de la langue, tu l'as géré comment? Alors, je vais vous répondre avec une capture d'écran. Je repasse.
Alors, le problème de la langue, voilà, vous voyez donc mon écran comme il faut, n'est-ce pas? C'est juste? Ah, attendez, on va recommencer. Un petit souci de partage d'écran hein, quand même. Tac, voilà, maintenant. Voilà. Le problème de la langue, il était là. Vous allez certainement rire en voyant, parce que vous avez la chance de parler arabe, mais c'était un peu comme ça que l'on communiquait. Alors, au début, ça en l'occurrence, j'ai souhaité vous montrer cette image parce que c'est un échange que j'avais avec le plus jeune des 6 Syriens avec qui je voyageais. Il s'appelle K. Et ce jeune homme, ben, en fait, lui parlait très très mal. Il n'avait que 13 ans. Il ne parlait absolument pas en anglais. Il écrivait même relativement mal en arabe, ce qui faisait que même mon traducteur n'arrivait pas tout le temps à comprendre ce qu'il voulait me dire. Mais avec lui, effectivement, nos échanges étaient très très limités. Avec les autres membres du groupe, j'avais plus de facilité. Je vais vous les présenter d'ici quelques instants. Mais la barrière de la langue s'est faite soit en anglais, soit parfois avec des traductions. Ce qui donnait aussi de l'intensité dans le reportage et qui était très intéressant à vivre comme expérience parce que ça nous demandait du temps et ce temps était aussi un gain de confiance. Quand tu dis trouver la bonne opportunité, c'était entre autres ça que tu attendais, c'était d'avoir des gens qui étaient connectés, avec qui tu allais pouvoir à un moment donné avoir des points de contact, des points d'échange. C'était ça qui a fait que tu t'es dit, ça c'est les bonnes personnes, c'est avec eux que je dois démarrer. Mais alors, outre le fait que moi, j'étais pas à l'aise, que honnêtement, je vais vous le dire, j'avais peur, parce que Achilles, j'avais peur, parce que, je partais à l'inconnu, il y avait quand même une certaine méfiance de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, et qu'est-ce que ce journaliste aussi dans ma rédaction, vous allez se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, et puis comment il va faire avec tout son matériel 2.0. Donc, j'étais aussi inquiet de ne pas réussir à faire l'objectif que je m'étais fixé, qui était de raconter la route des migrants autrement. Donc ça, c'était ma première inquiétude. J'avais bien évidemment peur de la police. Enfin, j'étais pas à l'aise. Mais j'avais surtout peur de ne pas avoir la bonne histoire. Et donc, je suis resté dans cette gare routière de Kilis pendant plus de 3 jours pour trouver vraiment la rencontre parfaite, les personnes qui seraient intéressées ou intéressantes et qui auraient quelque chose à raconter. Et je suis donc tombé sur ces jeunes-là, je vais vous les présenter. Ils étaient 6. Donc voilà, justement, le plus jeune. Est-ce que vous voyez comme ça ou vous voulez que je zoome à chaque fois? Comme ça, je pense que vous voyez. Voilà. Alors, ça, c'est le jeune K, 13 ans. Celui dont je vous parlais avec qui j'avais de grandes difficultés pour parler. Jamal, 19 ans, étudiant en mathématiques à l'université de Damas. Tous viennent de la même ville, Raqqa. Inutile donc de vous expliquer où est Raqqa et qu'est-ce qui se passe à Raqqa. Donc c'était effectivement très intéressant de pouvoir justement avoir leur témoignage et comprendre pourquoi eux partaient en Occident et donc de faire cette route avec eux. Jamal parle anglais. Et avec lui, donc on a eu énormément de liens. Ali, 16 ans, avec qui j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est très fidèle en fait à ce jeune homme qui, malgré toute la tragédie qu'il est en train de vivre, reste un jeune homme qui joue sur son téléphone portable et puis qui écoute du Dache et qui restait jeune, joyeux et un adolescent malgré quand même toute la dureté des choses qu'il a vécues et traversées. Ali, donc, lui ne parlait pas anglais. On communiquait aussi par messagerie, enfin par traducteur interposé. Ce jeune garçon qui est brillant, qui s'appelle Naïef, 20 ans, lui parle très très bien anglais. En ce moment, il est à Calais. Je vous raconterai un tout petit peu plus leurs histoires dans quelques instants. Un garçon qui est devenu, à qui on a donné ce surnom, et durant toute la route, on l'a appelé comme ça à cause de moi, parce qu'il avait très très peur que l'on puisse se retourner contre sa famille. Et donc, je me suis tenu, ça a été aussi une des exigences, malgré toute ma connectivité, ça a été de jamais le prendre en photo, ne jamais essayer de violer sa vie privée, puisque c'est un garçon qui avait très peur et qui voulait donc rester anonyme. Il disait no picture, Nicolas. À la fin, ses amis se moquaient de lui et puis ils ont dit on va t'appeler no picture. Puis c'est resté comme ça. Donc je l'ai aussi médiatisé d'une certaine façon à travers ce nom-là, ce qui rendait aussi le personnage attachant, même si personne n'a vu son visage.
Et le chef du groupe, Youssef, c'est avec lui que j'ai fait la première rencontre donc, dans cette gare routière de Kilis. Je vous raconte juste comment cette rencontre s'est faite. Moi, j'attendais, je tournais en rond, je cherchais à tout prix un moyen de, trouver la bonne histoire, mais aussi de m'en aller, parce que j'avais vraiment pas envie de rester encore plus longtemps à Kilis. Et par magie, je vois ce jeune homme avec son ami No Picture. Ils étaient que les deux, avec un ami qui lui est resté là-bas, en train de faire un selfie. Et là, je me suis dit, qui fait un selfie, fait une photo souvenir. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, vous partez? Il me fait, oui. Vous allez où? En Allemagne. Je peux venir avec vous? Il me fait, comment? Je fais, je suis journaliste et j'ai envie de partir avec vous. Je veux juste raconter votre histoire. Il était là, je sais pas. Je fais, vous partez où maintenant? À Istanbul. Dans combien de temps? Dans 5 minutes. Je monte avec vous dans le bus et puis on discute. Et je me suis retrouvé 5 minutes plus tard dans un bus, j'ai suivi mon instinct. Et il faut savoir que Kilis-Istanbul, c'est 17 heures de bus, donc on a eu largement le temps de discuter et de lui expliquer le comment, le pourquoi de mon objectif. Et donc j'ai été accepté dans leur groupe de 6, pour faire toute la route jusqu'en Allemagne. Et c'est un moment qui doit être un moment assez fort, ça, pour toi, à ce moment-là, où tu te dis, allez, go, c'est bon. Il faut suivre son instinct et oui, j'ai dit go, je crois que c'est la bonne histoire, advienne que pourra. De toute façon, il fallait que je parte de Kilis et de toute façon, il fallait que même si voilà, je me retrouvais à Istanbul et que j'allais les perdre, d'ailleurs, c'est ce qui est passé parce qu'en arrivant à Istanbul à 5 heures du matin, j'ai perdu leurs traces, mais je les ai retrouvés par la suite 2 jours plus tard et tout s'est bien passé et puis on a fait vraiment toute la route plus ou moins ensemble puisque je n'ai pas pris le bateau pour des raisons éthiques avec eux et qu'on s'est perdu à un moment donné sur la route, mais ça je peux vous le raconter de façon un tout petit peu plus détaillée. Ce que je vous propose peut-être brièvement, c'est juste de regarder ceci, une vidéo de présentation et qui explique aussi un tout petit peu ce qui était mon objectif. Donc ça a été à un moment donné sur la route, réalisé pour justement expliquer aussi un peu plus à nos auditeurs, mais aussi internautes et téléspectateurs, le comment du pourquoi de cette opération. C'est une toute petite présentation d'1 minute 30 que j'ai réalisée avec mon iPhone, one shot, qui a été par la suite complémentée par notre équipe ici à Lausanne. Parce que là, on voit pas la vidéo et on n'entend pas. Pardon, attendez. Vous ne voyez pas? Là, on te voit, toi. On ne voit pas la vidéo. Pour moi. Alors, je vais recommencer, je suis désolé. Ouais. Attendez, je reviens. Il faut de nouveau faire un partage, c'est ça? Oui. Il faut quand même avoir fait le MIT pour comprendre comment marche ce truc. Donc, partager l'écran. On va voir si le son passe. J'ai une petite crainte par rapport au son de la vidéo. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. Voilà, là on voit la vidéo, mais on n'a pas le son. Vous n'avez pas le son? On n'a pas le son. Bon, alors tant pis, alors je vous enverrai le lien et puis vous pourrez la regarder, c'est pas primordial. L'idée en fait c'était de juste expliquer aux gens, parce que je pense que c'était aussi important de toujours, et c'est là où en fait je peux rebondir et puis vous expliquer, c'est d'expliquer à nos auditeurs ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait et dans quelles conditions on voulait le faire. Voilà. Il y avait une question ici. Je voulais seulement savoir combien de jours a duré le reportage et est-ce que vous avez travaillé sur quel format? Est-ce que c'est un format magazine ou c'était un reportage quotidien? Alors, dans cette vidéo de présentation, là vous revoyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'origine roumaine? Je suis d'origine roumaine, oui. Je suis démasqué. Je suis d'origine roumaine. Donc la question, à mon avis, elle est dans la droite ligne de ce que tu étais en train d'expliquer par rapport au format, par rapport au fait de raconter aux gens ce que tu étais en train de faire et pourquoi tu étais en train de le faire. C'est vrai que ce sont des formats qui sont complètement hybrides. La manière de raconter cette histoire-là, elle est à cheval sur plein de supports différents. Tu mets les supports au service de l'histoire que tu es en train de raconter. Et en termes de délivrable, entre guillemets, ça ressemblait à quoi?
Alors, cette vidéo de présentation qui est mise en lien, vous aurez donc l'explication du comment, du pourquoi, notamment avec ces deux GoPro. Ces deux GoPro, en fait, filment suivant l'importance de la scène. Je filmais toutes les 10 ou 30 secondes tout ce que je voyais. Bien évidemment, il y avait une importance, une scénarisation. Je n'allais pas commencer à aller filmer lorsqu'on mangeait ou lorsqu'on était aux toilettes. C'était plutôt pour pouvoir montrer et permettre une immersion encore plus directe sur cette route des migrants. Il s'avère que ça a été le projet initial. C'est comme ça qu'on a eu, avec ces deux petites GoPro, l'idée d'aller là-bas. Ça n'a pas été la meilleure. Et très vite, sur le terrain, dans le fond, je me suis rendu compte que ce qui avait plus d'importance et ce qui marchait plus, où je ressentais qu'il y avait plus d'intérêt auprès de notre public, c'était les tweets, Instagram et autres moyens de communication. Donc, malheureusement, on va dire que ça, c'était une technologie peut-être un tout petit peu trop ambitieuse et avancée. Elle ne s'adaptait pas vraiment au journalisme, mais c'est aussi ça, ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, c'est d'essayer. Et donc ça, le résultat, vous pouvez le voir sur un autre site qui s'appelle exil.ch au pluriel. Et c'est voilà, une sorte de reportage où vous pouvez scroller avec votre souris et avancer là-dedans. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais je ne pense pas que voilà, c'est pas un échec, c'est pas une réussite non plus, mais ça a été une tentative et elle a été assez intéressante à mener. Sur les réseaux sociaux, j'ai donc utilisé 3 réseaux sociaux principaux. Le premier est donc Twitter, que vous connaissez bien, qui permet donc très rapidement d'être en mode en direct. 6h33, là je suis en Allemagne, vous pouvez voir les migrants qui n'avaient pas de place, dont moi, donc on devait dormir. Les conditions étaient absolument terribles, par terre, à même le sol, il y avait des bébés, enfin c'était absolument épouvantable, mais tout ça je le racontais durant la nuit. Et donc 6h33, on arrivait enfin dans un lieu inconnu, on ne disait pas où on allait, et on arrivait finalement à la ville de LZ. Donc Twitter comme moyen de live blogging, à vrai dire. Vous aviez Twitter aussi comme moyen de pouvoir résumer, faire comme une sorte de petit article. Voilà, ça c'est dans la jungle de Calais. Voilà combien coûte la vie de tous les jours. Ce qui est intéressant avec cette photo, c'est de montrer que dans le fond, dans un lieu où on pourrait imaginer qui plus est s'appelle la jungle, règne un esprit de ni foi ni loi, mais en fait, la vie est assez agréable, enfin agréable. Personne n'a envie de vivre là-dedans, mais il y a quand même des lieux assez chaleureux, comme ces restaurants qui sont tenus par des Afghans et qui vous permettent de vous restaurer à petit prix, parce que malgré tout, ça reste bon marché pour là où c'est. Instagram a été utilisé avec une autre option, une autre vision. C'est Instagram, forcément, des photos un tout petit peu plus léchées, un tout petit peu, pas attention, léchées, plus importantes, plus symboliques que les photos directes sur Instagram, sur Twitter. L'un n'empêche pas l'autre. Mais cette photo, voilà, elle parle d'elle-même. Elle est terrible de se dire qu'on puisse vivre des scènes comme ça en 2015. Et là, l'avantage, si vous voulez, d'Instagram comme réseau social, c'est que vous pouvez plus ajouter d'informations et vous êtes un tout petit peu plus vous n'êtes pas limité à 140 caractères et donc vous pouvez prendre du temps pour prendre du recul. Je faisais beaucoup plus de tweets que de posts sur Instagram, car dans le fond, Instagram me permettait de faire un résumé de la journée. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Instagram, c'est aussi un réseau social qui mise sur l'image et donc qui vous permet avec des filtres de modifier complètement vos photos. Là, en l'occurrence, j'ai fait attention alors, je ne l'ai pas mentionné en disant nos filters, mais c'était important pour moi de ne pas enjoliver ces photos parce qu'elles devaient parler d'elles-mêmes, ça devait être fidèle dans le fond. Donc, j'utilisais surtout ce réseau social pour l'impact de l'image au naturel et pour plus de texte. C'est vrai, Twitter, c'est limité en caractères, mais ça n'empêche pas de pouvoir raconter beaucoup de choses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous souvenez sur cette photo, dit que j'avais des petits carnets et qui me permettaient donc de prendre des notes. Et un jour, je crois que j'étais encore en Turquie, j'avais un vrai souci d'explication. C'était en l'occurrence comment on fait pour
payer les passeurs sans se faire arnaquer. Il y a un système qui est assez complexe, qui a été mis en point, qui vous permet en fait de passeurs et migrants d'aller dans une officine, vous déposez l'argent, on vous donne des codes barres, vous retournez, dès que vous êtes en Grèce, vous donnez votre code barre à votre passeur et le passeur peut aller prendre l'argent à l'officine qui, elle, au passage, prend 50 € de commission. Mais raconter ça en 140 caractères, c'est très difficile. Et j'ai donc fait des toutes petites BD. Ça, je suis pas parti de Suisse avec l'idée je vais faire des BD, mais ça m'a permis dans le fond de dire beaucoup de choses et de faire de l'information avec Twitter, mais aussi avec donc, un carnet de façon originale. Le résultat a fichtre de nouveau ce problème de partage d'images. Le résultat donne une BD que je vais vous montrer parce que mets-toi sur l'onglet qui vient de s'ouvrir. Celui-là. Ouais. Vous êtes dessus là? On est dessus. Alors, ça c'est étonnant. Tenter sa chance depuis la jungle. Donc là, on est à Calais, en France. J'explique. Dans le fond, je ne sais pas si vous avez le son, mais ce que je peux vous dire, c'est que voici Naïef. Il est fatigué, il est rasé, il habite dans la jungle. La jungle, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petite ville où vivent plusieurs communautés. Comment on fait pour aller, en fait, tous les soirs à 20h, tout le monde va à direction le Rosse-Tunnel. Pour franchir, il faut 1 mur, 2 murs, 3 murs. Au 4e mur, la police. Et là, il faut faire donc attention de passer à travers la police. Si vous y arrivez incognito, eh bien là, il faut sauter dans un train de marchandises. Et enfin, direction de la terre promise pour nombreux d'entre eux. Voilà, je vous l'ai fait sans ma voix, mais je vous le raconte. En gros, ces petits carnets permettaient de donner beaucoup d'informations. Et ça reste de l'information, même si c'est des dessins, et je ne suis pas un extraordinaire dessinateur, mais c'était juste de pouvoir raconter rapidement des cas, des expériences. Ça permettait aussi de faire des résumés, parce que des fois, je commençais ma journée en Croatie, je la terminais en Autriche, donc je passais à travers d'autres frontières, d'autres pays. Il se passait tellement de choses que ces petits carnets me permettaient, et à moi, mais aussi aux personnes qui me suivaient, eh bien, tout simplement d'avoir un résumé de cette journée. J'en ai fait plusieurs, ça c'en est un parmi tant d'autres. Ça a beaucoup marqué les esprits parce que dans le fond, on peut faire de l'information très simplement en utilisant notamment ces outils que sont les réseaux sociaux. On n'est pas obligé juste de faire du commentaire ou de faire du tweet, donc du texte. On peut vraiment les utiliser de façon vraiment originale. L'autre réseau social que j'ai utilisé, je le considère comme réseau social, c'est SoundCloud. Vous vous rappelez ici, donc il y avait mon petit micro. Ce petit micro est donc de la marque Zoom. Et Zoom a cette qualité. Donc c'est un micro qui coûte 130 €, 120 €, qui vous permet, donc dès que vous avez fini votre interview, eh bien, directement de faire un petit montage. C'est pas un montage très 3 pistes, hein, c'est un montage tout simple. Vous avez directement la possibilité soit de le partager par email, soit sur SoundCloud. Et donc, du coup, je me suis dit, profitons de cette occasion et mettons directement toutes les interviews que je faisais sur SoundCloud. Et ça permettait par la suite de les balancer sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, puisque SoundCloud a cet avantage d'avoir une sorte de petit player qui se met directement sur votre fil Twitter, et qui vous permet non seulement de continuer de consulter Twitter, mais aussi d'écouter le son. Et ça, c'est vraiment bien foutu. Il y a d'autres outils que ceux-là. Moi, j'ai utilisé celui-ci parce qu'il me convenait et que dans le fond, il était très pratique aussi pour mon équipe à Lausanne, mon rédacteur en chef, les personnes qui travaillent avec moi, lorsque je leur disais, voilà, j'ai fait un son, voilà, un cas, c'est intéressant. Je vous explique une anecdote. Je suis en Autriche, en train d'attendre le bus. Et le bus qui va nous emmener pour l'Allemagne. Je suis avec les jeunes Syriens, mais j'étais en train de tweeter. Et derrière moi, il y a un jeune homme qui voit que j'étais en train de tweeter en français. Et il commence à discuter avec moi en disant, dans un français assez bon, je suis algérien. Et là, j'ai eu un réflexe, c'est qu'il y avait une sorte de légende urbaine dans les rues d'Izmir. Izmir, c'est donc... non, c'est pas du tout là, on peut pas parler. Mais dans les rues d'Izmir, beaucoup de gens disaient que les chauffeurs, les pilotes des bateaux sont maghrébins, algériens pour la plupart, et que ce sont eux qui conduisent les bateaux, et ils se font passer pour des Syriens. Et moi, j'étais, voilà, je
pouvais pas relayer cette information-là tant que j'avais pas de preuves. Et il s'avère que donc je tombe sur ce jeune Algérien de 25 ans qui était étudiant en ingénierie et qui me dit bah ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai conduit le bateau, j'ai payé 500 €, donc j'ai payé moins cher que les autres, je me suis fait passer pour quelqu'un de Damas et j'ai moi-même piloté le bateau jusqu'à l'île de Lesbos. Et donc il m'avoue cela. Je lui dis, est-ce qu'il y a moyen de rapidement enregistrer ça? Il m'a dit, ok, mais je ne veux pas que tu donnes mon nom, enfin, toutes des raisons logiques d'anonymat. J'ai sorti mon micro, j'ai vite fait mon interview, alors qu'on était en train de faire la queue, on marchait au pas pour rentrer dans un bus. Donc, j'ai vraiment eu du bol, mais aussi l'outil adéquat qui m'a permis de très rapidement dégainer mon téléphone, de mettre cette interview, donc en l'occurrence, c'est pas celle-ci, mais de mettre l'interview en ligne et de pouvoir l'envoyer sur SoundCloud 3 minutes plus tard, ce qui a permis à ma rédaction à Lausanne de télécharger le son et de le diffuser dans un laps de temps qui était absolument inédit jusqu'à présent pour, en tout cas, notre rédaction, mais aussi, je crois, en matière de radiodiffusion, c'est très rapide. Et ça, c'est extraordinaire, en fait. On se rend pas compte de la chance et du pouvoir qu'ont ces outils-là. Ça, c'est un cas particulier parce qu'il y avait presque une sorte de... C'était pas un breaking news, mais c'était quand même un témoignage fort d'un faux. Alors, bien évidemment que c'est un réfugié, mais c'est un faux Syrien, c'est un faux réfugié syrien. Et c'est quelqu'un qui nous expliquait dans cette interview, lorsqu'il arrive en Grèce, il arrive sans papier, il dit qu'il est syrien, il traverse toute l'Europe en tant que réfugié syrien. Et quand il arrive en Allemagne, en l'occurrence en France, dans son cas, eh bien, il récupère son passeport qu'il a envoyé préalablement par DHL. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça, sans être sur le terrain, on ne peut pas le voir. On peut bien évidemment être à Izmir et puis entendre ces légendes, mais ma chance, c'est d'avoir pu tomber sur ce garçon. D'autres outils, comme Photor. Alors, Photor, ça, c'en est un parmi des milliers. Hein. Moi, j'ai utilisé celui-ci parce que c'est celui que je connais, qui vous permet très rapidement, donc c'est un petit programme gratuit sur votre iPhone, de faire soit du collage, soit de faire quelques petites modifications de photos. Là, en l'occurrence, alors c'est facile, là, vous avez Naïef et Bibi. Eh bien, hop, vous dites, ce garçon, il a trop une tête de terroriste, vous le floutez, et puis vous gardez juste la tête de Naïef. Bien évidemment, ce n'était pas pour me flouter moi, mais c'était pour flouter certaines personnes, parce que je n'avais pas demandé leur autorisation de pouvoir les mettre en ligne. Je préférais prendre des précautions pour eux, pour leur famille, et de ne pas les mettre en danger, donc je floutais certains visages. Photor vous permet aussi, très rapidement, quand vous êtes sur le terrain, tout simplement de juste faire une capture d'écran, en l'occurrence de Google Street View, ou de Google Maps, pardon, et puis j'ai juste fait un petit point ici, un petit point bleu, j'ai changé les couleurs, point de départ, arrivé. Là, vous comprenez que vous êtes en Turquie, là, vous êtes en Grèce, et ça permettait juste d'expliquer par où sont passés les jeunes. C'est un tweet, c'est pas la news du siècle, mais ça permet pour ceux qui commencent à s'intéresser à l'histoire de comprendre, ah ben voilà, hier ils étaient là, aujourd'hui ils sont là, ils sont passés par là. En l'occurrence, ça a été donc leur traversée en bateau pneumatique. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle du storytelling, c'est tenir le fil tendu avec les gens qui se sont intéressés à ce que tu étais en train de faire. C'est comme ça que tu l'as pensé, que tu le réfléchissais sur le moment, avec une part d'incertitude énorme, mais qui fait aussi que c'est comme ça que la magie arrive. Le témoignage dont tu parles avec l'Algérien, c'est vraiment ça. Exactement, et qui me permettait dans le fond de toujours c'est très important cet esprit-là du storytelling et du narratif. Et les outils que j'ai utilisés, j'ai pas utilisé Facebook parce que premièrement, j'en voyais pas l'utilité. J'ai pas l'impression, mais ça c'est mon avis, c'est un débat qu'on peut avoir. On peut faire vraiment de la news avec Facebook. Je pense que c'est plus un outil de communication, de propagande d'idées, d'envoyer des photos de ses chats. Enfin, pour moi, je ne voyais pas une utilité à utiliser Facebook, qui plus est parce que je n'ai pas Facebook. Mais j'ai utilisé Twitter pour le direct, pour le tout de suite. Voilà, on est maintenant, il est là. Sur Instagram, ça me permettait de faire un résumé de mes tweets et d'aller à l'essentiel. Et dans le fond, mes tweets plus mes Instagram me permettaient le lendemain matin, eh bien, d'être en direct. Où j'étais, donc là, en l'occurrence, cette photo elle est rigolote parce que j'étais en Serbie. Eh bien, c'est mon petit ordinateur avec mon texte, en direct dans quelques instants dans RTS Monde. Donc, c'est l'émission Tout un monde à 8h. J'attends l'appel de la régie depuis mon open space. Ben, ça me permettait juste de toujours raconter le direct. Mais c'est Twitter influençait mon Instagram qui influençait ma narration
le lendemain matin dans tout un monde. Et en l'occurrence, j'ai pas du tout l'impression d'avoir travaillé 3 fois plus. Au contraire, ça m'a permis d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis dans ma narration. Donc ces outils-là m'ont été, dans le fond, comme ils étaient mes crayons et mes plumes ou mon appareil photo. Sauf que c'est un téléphone portable. Avec j'aime pas dire mon équipe parce que c'est les gens formidables qui m'ont aidé à travailler et qui m'ont permis aussi de garder le moral parce que des fois c'est assez difficile. Donc en l'occurrence, certains membres de ma rédaction, on avait créé un groupe interne WhatsApp. Alors, ça peut paraître très bête de vous dire et de vous parler d'utiliser WhatsApp, mais ça nous permettait aussi de casser un tout petit peu certains codes qui seraient d'envoyer un mail, de prendre le téléphone. Avec ça, on avait un rapport direct, quotidien, où eux-mêmes me posaient des questions. Le Monde dit qu'il y a entre 5 et 6 000 migrants. Je trouve ça pas mal exagéré. En fait, on était vraiment dans un rapport direct. On pouvait s'échanger des informations. Moi, je pouvais leur dire, comme par exemple, l'interview que je vous donnais tout à l'heure du jeune Algérien, dès que j'avais envoyé sur SoundCloud, le premier réflexe que j'ai eu, c'est pas de prendre mon téléphone et dire hey, il y a une interview sur SoundCloud et puis de perdre peut-être. En fait, c'est beaucoup plus rapide de tout simplement dire sur WhatsApp aux 5 ou 6 personnes concernées, il y a une interview importante, réagissez. Parce qu'il suffit que votre chef il soit en séance, il suffit que votre collègue ne soit pas là ou que ce soit son jour de congé. Dans mon cas, je ne pouvais pas avoir un lien, je ne pouvais pas savoir qui faisait quoi. J'avais 5 ou 6 personnes qui étaient directement concernées et qui avaient accès à cette information. WhatsApp qui me permettait aussi de continuer d'avoir des échanges avec ces merveilleux jeunes gens. Donc là, en l'occurrence, c'est une capture d'écran. Vous pouvez voir mes échanges avec Naïef. Vraiment un back channel, en fait. C'était ton lien privilégié de synchronisation et de communication avec ta rédac. C'est le plus simple, en fait. Exactement. Pour moi, ça a été pour tout le monde, ceci dit. Donc, toutes les personnes qui étaient prises dans cette aventure, ça a vraiment été une révélation parce qu'on s'est rendu compte, en fond, qu'est-ce que c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Quel est l'objet que vous avez toujours sur vous? C'est pas votre ordinateur, c'est votre téléphone portable. Et c'est le bleu. Avec en plus, qui plus est, juste la petite alerte push qui vous dit vous avez un message de XY, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps et d'être beaucoup plus rapide en fait dans votre non seulement dans votre communication, mais aussi dans les feedbacks. C'est dire ok, je l'ai reçu. Et du coup, juste le ok, je l'ai reçu, pour moi, ça me soulage parce que je sais que le travail derrière sera fait et que l'interview sera diffusée et que je n'ai pas à m'inquiéter, à retéléphoner. Donc, c'était vraiment dans mon cas précis, vraiment un outil indispensable, mais vraiment indispensable. L'autre grande surprise, mais là, c'est peut-être du bricolage, ça a été d'utiliser aussi de la vidéo parce que moi j'ai utilisé mon iPhone à toutes les sauces. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait des sons, puis des fois les choses allaient beaucoup trop vite. Quand j'étais à Bachmanais dans le quartier le très terrible quartier des passeurs à Izmir, il y a un matin un jeune homme qui vient vers moi et qui m'aborde en arabe. Moi je fais semblant de pas tout à fait écouter et le garçon avec qui j'étais à côté de moi, donc l'oncle des jeunes, c'est comme ça qu'on l'a présenté, Mourad, lui, a continué de discuter avec lui. Il discute pendant 5 minutes, il s'échange des téléphones portables, et puis en fait, il vient vers moi, il me dit « That was a smuggler », donc c'était un passeur. Et le passeur a cru que j'étais un Syrien. En fait, à Bachmanais, ils ont vraiment pignon sur rue. Les mecs, ils vous abordent dans la rue. C'est pas du tout compliqué pour trouver un passeur. En 2 minutes, vous en avez trouvé un. Et puis il me dit, viens, on va le téléphoner. En fait, il allait tellement vite au moment où il me dit, on l'appelle, il était déjà en train de composer le numéro, donc je n'avais pas mon micro. Puis je me suis dit, bon, j'ouvre le dictaphone de mon iPhone et j'enregistre l'interview. Le problème, c'est qu'en enregistrant cette interview, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de compatibilité. Je ne pouvais pas le balancer sur SoundCloud ou sur d'autres formats. J'ai donc mis ça sur iMovie, programme gratuit de montage proposé par iPhone. C'est sur mon iPhone. Donc là, vous voyez le son du téléphone. Là, j'ai juste fait 2 petites photos qui étaient faites avec mon appareil photo, donc rien de compliqué. Mais tout ça, je ne suis pas allé là-bas en connaissance de cause. J'ai appris. En fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec cette interview puisque je ne peux pas la mettre? Je vais essayer de la mettre sur iMovie. Et là, j'ai découvert qu'il y avait ce petit bouton magique qui vous permet carrément de faire un enregistrement, donc comme une sorte de doublage. Et le résultat donne un tweet animé
Là, en l'occurrence, vous n'aurez pas le son, mais vous avez le lien ici qui vous permet juste, en 30 secondes, d'en avoir une petite vidéo. Mais vidéo, c'est 2 photos qui sont animées, mais surtout du son avec un tout petit montage. Mais vraiment, c'est du bricolage, mais qui, pour un format multimédia, va très, très bien. Et qui me permettait donc de le publier par la suite sur Twitter, comme vous avez vu. Autre outil très très intéressant, mais malheureusement où je dispose plus d'images, c'est Periscope, qui me permettait d'être en direct et de pouvoir répondre aux questions des gens comme avec vous en ce moment, mais en marchant dans différents lieux. Là, ce qui était très intéressant, c'était de voir le nombre de personnes qui étaient touchées, qui posaient des questions, qui suivaient, de pouvoir toucher d'autres personnes d'ailleurs que celles qui étaient dans ma TL. Je me suis retrouvé à devoir expliquer à Calais où j'étais à une femme en Nouvelle-Zélande et puis qui posait plein de questions. Donc, c'était vraiment très, très, très intéressant comme expérience. De nouveau, là, on n'avait pas du tout défini à l'avance, on va faire des périscopes. C'était à ce moment-là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire des périscopes? Et ça a été vraiment un chouette outil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser là autour, même s'il faut définir une certaine hygiène et certains codes, parce que ça peut être très vite tentant d'aller trop loin. Et il faut savoir raison garder et toujours utiliser ces outils-là avec une déontologie journalistique, parce que sinon, les dérives peuvent être très rapides et assez dangereuses. Là, juste pour vous montrer peut-être un autre aspect qui est celui donc, de l'iPhone. Alors moi, je dis iPhone parce que j'utilise un iPhone, mais ça peut très bien être avec un Samsung ou avec un autre téléphone. J'étais sur la plage de Calais avec Naïef. Naïef qui, au passage, est toujours, depuis maintenant bientôt plus de 2 mois, dans ce camp de la honte et incapable, malheureusement pour lui, de rejoindre l'Angleterre. Mais donc, dans cette vidéo qui saccade un tout petit peu à cause, parce que j'imagine quand même le partage entre la Suisse et le Maroc, mais je l'ai dit peut-être là-bas, je ne suis pas sûr où, mais c'est l'Angleterre. Puis il me fait d'une façon assez touchante, il me dit « Je veux aller en Angleterre, je veux y aller, je veux aller en Angleterre ». Et ça, j'avais filmé ça avec mon téléphone, presque comme vous faites des photos souvenirs où vous filmez votre famille, vos amis. Je me suis dit que je n'allais pas la diffuser sur les réseaux sociaux parce que c'était presque un moment entre lui et moi. Mais que c'était un peu, voilà, je ne voyais pas l'utilité à ce moment-là et je ne l'ai pas diffusé sur les réseaux sociaux. Je l'ai gardé. Parce que je savais que je devais faire un reportage de 15 minutes. Et ce que vous voyez là, mais ce que je vais de nouveau pas vous diffuser, c'est un reportage donc, de 15 minutes qui d'habitude est un reportage audio. Donc mon reportage audio a été fait entièrement avec mon iPhone puisque cette vidéo, on l'a extraite et on l'a mise dans notre programme de montage. Et dans le fond, je l'ai utilisé comme un son et je l'ai utilisé pour la fin de mon reportage. Donc, si vous allez sur ce lien, vous pourrez écouter à la fin, justement, cette vidéo qui est utilisée comme un son audio. On ne voit pas la différence. Et c'est ça qui est magnifique avec ces outils-là, c'est que dans le fond, encore une fois, j'ai pu faire tout ce que je voulais, comme si j'avais un micro, mais ça me permettait tout simplement d'être 10 000 fois plus de monde, parce que, enfin 10 000 fois, j'invente ce chiffre, mais vous touchez beaucoup plus de monde, parce que j'étais multivectoriel. Last but not least, Storify, ça c'est pas moi, mais Magali Philippe qui l'a fait, qui était justement dans l'équipe avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui a fait un travail capital et de grande qualité, qui tout simplement a utilisé ce programme de Storify. Ça, je pense que Damien pourra vous en parler parce que c'est vraiment un très très bel outil. Et ça ne sert à rien là, de m'étaler là-dessus parce qu'en plus, c'est pas moi qui l'a fait, mais ça a vraiment été aussi un très très bel outil pour pouvoir continuer d'améliorer la narration et donc de mettre tweet par tweet et donc d'avoir comme une sorte de petit bouquin de mon aventure avec ces jeunes gens. Donc voilà un petit peu le travail journalistique. Sur le terrain, je vais aussi utiliser Twitter comme moyen pour faire des vidéos et de faire des vidéos en live. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ce document, je vais vous le transmettre, ce qui vous permettra aussi d'avoir quelques petites informations à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une question. Oui. Je voulais savoir comment vous avez communiqué autour de votre reportage sur les réseaux, peut-être que c'était derrière.
Alors, tu as entendu la question. L'idée, c'est comment tu as fait pour communiquer autour de ton reportage? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la radio, par exemple, a parlé de ça? Comment la promotion a été faite? Alors, comment la promotion a été faite de la part de ma rédaction pour notre public ou comment moi j'ai fait avec les migrants? C'est plutôt du côté de ta rédaction. Comment tu as fait en sorte de driver de l'audience vers ce que tu faisais? Nous, on a justement la vidéo qu'on n'a pas pu voir, mais elle permettait quand même d'expliquer aussi justement l'objectif de travailler à l'échelle 1-1, de raconter en temps réel, d'utiliser tous les outils de communication pour pouvoir toucher un maximum de gens. Et puis, on avait aussi toujours, à la fin de chaque intervention interne, on disait, il y a un site rts.ch/exil, c'est un reportage augmenté, on expliquait ce que c'était un reportage augmenté. On n'est pas du tout parti dans l'idée, tout le monde sait de quoi on parle. On est parti dans une expérimentation. Et l'idée, c'était vraiment de faire du narratif, d'être sur le terrain en immersion et d'utiliser tous les moyens de communication. Mais c'était effectivement, c'est une bonne question d'ailleurs. C'était assez délicat de voir vraiment. Je pense, et c'est aussi un des points essentiels, c'est qu'il y a des gens qui ont utilisé et qui se souviendront d'Exil pour quelques jours encore, comme un reportage sur Twitter, d'autres comme un reportage sur Instagram et d'autres comme un reportage à la radio. Et quelques-uns, peut-être, pour les trois, ou d'autres pour Periscope. Vous savez, on a touché plusieurs audiences. Je ne sais pas si on a ramené du monde à la radio, peut-être une ou deux, mais c'est déjà ça l'essentiel en fait. Je pense que moi, j'ai continué de faire mon job, qui est de la radio, mais j'ai élargi, on va dire, mon audience pour cette opération-là. Je garde en tête un très très chouette mail que m'a envoyé le chef, enfin pas le chef, mais un supporter de, vous savez, en Suisse, le hockey sur glace est très populaire. Et on a des supporters comme dans les stades de foot au Maroc qui chantent, qui ont des drapeaux et des machins. Et lui, c'est un mec très actif et il m'a écrit une tartine comme ça, en plus d'un club. Le club ennemi, parce que c'était pas mon club, donc c'était le club d'une autre ville. Et il m'a écrit un mail très gentil en me disant tu m'as ouvert les yeux, j'avais jamais vu le problème comme ça, ça me touche, j'ai envie de les aider. Et je me suis rendu compte du pouvoir de Twitter et je me suis dit mais comment ce mec est arrivé sur mon histoire? Et dans le fond, je me suis dit ouais, je suis ami avec un journaliste sportif qui lui-même a retweeté, un autre journaliste sportif a dû retweeter et donc ça a touché ce jeune qui dans le fond n'était pas du tout le public cible lambda d'un reportage comme celui-là. Et c'est là où on a eu cette chance, la magie des réseaux sociaux, c'est qu'on a pu le toucher et c'était lui, peut-être celui qui était peut-être le plus à sensibiliser. Peut-être pas que lui, hein, bien évidemment. Mais si je le garde en exemple parce que je me souviens que ce tweet m'avait pas mal marqué. C'est vraiment d'ouvrir un maximum de portes, d'être poreux et de faire en sorte qu'effectivement les effets de réseau se jouent en plein. Et puis de ne pas partir dans l'idée, mince, je vais faire 15 jobs en même temps, parce que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai fait de la radio, je reste en journaliste radio, mais j'utilise d'autres outils qui sont les outils de notre époque. Peut-être pas Hangout, c'est quand même trop compliqué, mais... Il y a encore d'autres questions. Tu nous envoies bouler quand tu veux nous envoyer bouler, hein, Nicolas. Si vous avez encore des questions, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. C'est storytelling, c'est de la narration. Pour avoir une bonne narration, il faut avoir un fil rouge. Et ma question, c'est quand elle a pu mettre un lien, un rapport entre tous ces supports, Instagram, Twitter, c'était quoi le lien? C'est quoi le fil rouge que tu as créé dans ta narration avec tous ces outils-là? Est-ce que c'est dispersé et quelque part on dit aux gens débrouillez-vous avec ça, faites vous-même le lien entre tout ça parce que si ça vous intéresse, vous allez picorer ce qui vous intéresse, ou bien est-ce que tu te dis mon job c'est aussi de créer ce fil rouge-là et de prendre les gens par la main en leur donnant la direction à suivre? Alors, sur Instagram, des fois, je réexpliquais qu'il y a il y a un point important aussi qu'il faut que je vous dise sur Instagram, c'est que j'ai créé 2 comptes. Parce que j'ai mon compte privé avec ma vie privée qui n'est pas forcément intéressante et que j'avais pas envie de partager aux gens qui restent pour mon réseau d'amis. Donc j'ai créé un nouveau compte Instagram dans ce compte-là où j'allais vraiment faire que de la news et que je pouvais continuer d'utiliser
pour mes prochains projets professionnels. Mais ça, c'était important aussi pour moi de créer un distinguo entre les deux. Et donc, sur Instagram, je disais, la suite, vous pouvez l'entendre sur rts.ch/exil. Sur Twitter, je disais, il y a aussi mon compte Instagram. C'est de savoir, des fois, juste ne pas être uniquement dans l'immersion, puis de dire, ah oui, si jamais, écoutez notre intervention ou l'interview de Jamal ou l'interview de Naïef à la radio. Donc, c'était quand même d'essayer parfois de créer un petit lien et de tenter tant bien que mal de… Mais il ne fallait pas le faire quotidiennement, il ne fallait pas tout le temps dire, voilà, on fait de la… J'essayais des fois de faire des petits liens. C'est juste une phrase, vous savez, si jamais il y a bien plus sur le site rts.ch/exil, où là, il y avait tout qui est résumé, parce qu'on a un garçon formidable qui a fait un job incroyable, Jérôme, et il a fait un site vraiment où rts.ch/exil, vous avez tout le contenu, et qui permettait quand même d'avoir une vision. Vous voyez, tant bien l'expérience des GoPro, donc le site exil.ch, les tweets, les Instagram, on n'a juste pas les périscopes parce que malheureusement il faut les enregistrer enfin j'ai même pas compris comment on fait pour les enregistrer, mais du coup elles sont perdues, elles ont disparu dans le vide de 2.0, dans les limbes du numérique. Mais sinon le lien en tout cas c'est intéressant votre question parce qu'il était aussi, ça c'est presque de la promotion de dire ouais Instagram, Twitter, mais moi, le lien, je le faisais naturellement puisque mes tweets, encore une fois, nourrissaient mon Instagram qui nourrissait mon intervention radio. Donc, l'un suivait l'autre. Et ça, c'était assez intéressant à observer et à réaliser. C'est passionnant. Ça fait écho à une conversation qu'on a eue hier, justement, par rapport au fait de dire on utilise des comptes. On fait sa propre promo en même temps que faire la promo du média. Si on parle que de son nombril, l'employeur il va pas être content et vice versa. Il faut pouvoir aussi jouer sur la notoriété des individus et le talent des individus qui travaillent dans une boîte pour capitaliser pour la boîte qui rémunère à un moment donné ces personnes. Oui. Gros débat ça. Bien, si vous avez plus d'autres questions, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et désolé d'avoir été un petit peu chaotique dans la façon de cette présentation, qui était une première pour moi aussi, et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir toujours utiliser des nouveaux outils. Jamais dire que c'est l'outil qui fera la différence et que ça va être la révolution, mais que chaque outil peut être assez intéressant si on sait l'utiliser. Et je pense que Periscope est un super débat qui risque de faire pas mal de bruit un jour. Et en tout cas, un tout grand merci à toi. Merci à vous. Merci pour ton temps, merci pour ton énergie. Au revoir. Et on va balancer tous les liens, évidemment, sur ton Twitter aussi, pour pouvoir éventuellement, quand on pose des questions, rester en contact avec toi, et puis tous les liens que tu vas nous partager. Vraiment, un tout grand merci à toi. C'était un bonheur et un plaisir de pouvoir t'entendre, comprendre un peu comment tu as toujours passionnant de discuter avec toi. Et encore chapeau, c'est magnifique. Ravi si tu l'as aimé, alors vraiment. Merci. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Ciao.